Donc, à l'occasion d'un entretien accordé à Dominique Moulon, Grégory Chatonsky expliquait comment il avait cherché à, je cite, recomposer le temps par l'espace dans l'œuvre intitulée Read Only Memories, c'est-à-dire à donner forme au temps en mettant à plat la succession des instants, en les étalant à la surface de l'écran, en recollant chaque image d'une scène cinématographique bord à bord pour en faire une fresque. Chatonsky joue sur le déjà-vu du détail qu'il retisse dans un ensemble, certes virtuellement présent dans nos mémoires, mais dont nous n'avons jamais vu pareille recomposition. Il s'agit d'une vision d'autant moins humaine que les images produites par la caméra pour être retravaillées ensuite par l'artiste dans une mise à plat du temps n'ont pas toutes été filmées sous le même angle. Ce ne sont que des images fantômes, ou pour le dire avec Derrida qui analyse la technique cinématographique comme l'ouverture d'une nouvelle phénoménologie spectrale, je cite, « La vision du cinéma permet de voir apparaître de nouveaux spectres tout en gardant en mémoire et de les projeter alors à son tour sur l'écran, les fantômes des films déjà vus. » Fin de citation. Or, ce qui se donne à voir à l'écran, c'est le fruit d'un regard qui n'est le regard de personne, autrement dit une fiction sans point de vue, ou du moins dont les points de vue multiples peuplés des images fantômes se subsument sous un même regard machinique qui, au fond, ne voit rien du tout, puisqu'il s'agit d'une recomposition numérique. Cette distorsion du point de vue cinématographique rappelle bien sûr le jeu sur la focalisation des fictions modernistes et postmodernistes à partir de la mise à plat synchronique du processus séquentiel propre au montage cinématographique. Or, l'originalité de Chatonsky réside précisément dans cet arrêt sur image multiple qui spatialise le temps dans la droite ligne des expérimentations narratives menées au début des années 90 aux États-Unis, je pense à l'hypertexte, mais aussi des explorations picturales du cubisme et dont les images en 3D de Read Only Memories 2 et 3 constituent un prolongement encore plus radical. Donc, en digne héritier du postmodernisme, Chatonsky remet en effet en question le point de vue et la narrativité, avec pour horizon l'élaboration d'une fiction sans narration, c'est-à-dire dépourvue de diégèse, mais également sans instance narrative, car anonyme, machinique et collective. Je cite, « Tout se passe comme si une fiction, ici une machine, rêvait nos vies, utilisait la matière même de nos existences dans son sommeil », déclare l'artiste dans un texte manifeste. Et on ne sera pas surpris de savoir qu'il s'intéresse à Google Dreams de façon assez précise. D'où la question suivante, qui constituera le point de départ de notre réflexion. Dans quelle mesure la discrétisation et le montage semi-aléatoire des flux captés sur la toile, qu'ils soient visuels, textuels ou sonores, contribue-t-il à l'émergence d'un nouvel imaginaire de la fiction en tant que surface projective qui chercherait à se soustraire au principe de causalité et de fait à la logique du récit. À partir de l'idée d'une fiction sans narration, Chatonsky cherche à explorer le sans-rapport, quelque chose d'absolument contingent qui existerait en dehors de la conscience que j'en ai, geste qui vise à sortir de la subjectivité ou tout du moins du sujet constitué pour faire apparaître un substrat non humain qui hante le réseau. Donc, Dance With Us, ce qui a été créé en 2008, aspire à démontrer de manière ludique, en branchant le flux des images de Fred Astaire sur celui des cours de la bourse générés par des algorithmes qui tournent dans une temporalité inhumaine et de fait échappent à notre contrôle puisqu'ils se situent à un niveau infra-empirique. Donc on est presque tenté de dire de manière abusive que ces algorithmes agissent sur le monde, ou comment l'homme devient le membre fantôme de la machine selon la logique d'une boucle récursive absurde. Mais que racontent ces images ? Un certain rapport au temps et à l'histoire qui tourne en boucle et qui tourne à vide, sans que la répétition puisse jamais faire événement, c'est-à-dire dévie de sa trajectoire, comme l'atome dans la théorie du Kinnamen. Dès lors qu'il y a programme, il ne peut y avoir de pur hasard. De l'aléatoire qui dépasse notre entendement, certes, mais pas un infini au sens métaphysique. De l'inachevé, en revanche, très certainement. Dans les œuvres de Chatonsky, l'association de fragments prélevés en ligne dans des bases de données n'est motivée que par la logique aveugle d'un programme dont l'idiotie garantit la plasticité. À ce titre, Memory Center, qui date de 2014, et dont le titre renvoie une fois encore aux data centers où sont stockées les traces de nos activités en ligne, propose d'exploiter 20 000 récits de rêves collectés dans une base de données par 2 chercheurs californiens.
Donc, je vais lancer une capture vidéo de ce qui est proposé sur le site de l'auteur. Je coupe le son pour pouvoir continuer. Selon la description de l'artiste, je cite donc: un logiciel produit de nouvelles séquences oniriques, les lit et va chercher des images sur Internet correspondant à des mots-clés choisis. Donc, la pertinence des mots est déterminée par la longueur de la chaîne de caractères et non par un quelconque filtre sémantique. Mots qui déterminent à leur tour le choix de 3 images grâce à des chaînes de Markov. Les associations ainsi produites dépendent d'un processus semi-aléatoire censé imiter la logique du rêve qui fonctionne par juxtaposition ou montage, ici dépourvu d'intention et qui ne respecte aucun principe de non-contradiction. Ce dispositif fonctionne un peu à la manière d'un cadavre exquis, puisque les chaînes de Markov employées ici constituent un système sans mémoire, de manière à ouvrir au maximum le champ des possibles. Il s'agit de transformer les fragments des textes sources tirés aléatoirement en probabilités d'enchaînement possibles avec d'autres fragments, tirés aléatoirement eux aussi pour construire de nouvelles phrases. Sont exclus les fragments qui n'offrent qu'un seul enchaînement possible. Donc chaque fragment ouvre une série potentielle qui se redistribue en une multitude d'autres fragments et ainsi de suite, sans jamais tenir compte des précédents. D'où l'idée d'un système sans mémoire. S'il émerge un récit, il ne se tisse pas à ce niveau-là. Or, ce cadavre exquis se double de ce que l'artiste définit comme une traduction intersémiotique hors sens entre des fragments de récits oniriques et des images censées les illustrer. Ce qui déjoue la construction du sens, c'est une certaine opacité du système de recherche par mots-clés, car on ignore quels sont les mots jugés signifiants par la machine qui convoquent les images. On ne peut pas affirmer toutefois que la construction d'un récit par le spectateur s'élabore à partir de fragments dont l'association serait absolument contingente, c'est-à-dire sans rapport logique. Donc, du point de vue de la réception, on n'est pas du tout dans la même approche. De même que le programme ne peut être que semi-aléatoire, le rêve de la machine n'est pas totalement arbitraire, même si la machination des données produit bien un effet de contingence. Fondée sur un système probabiliste, cette œuvre n'entre pas dans la catégorie de la fiction hors science, telle que définie par Quentin Meillassoux et dont s'inspire fortement Chatonsky, même si elle en partage certaines caractéristiques. En effet, le rapprochement de fragments oniriques, a priori sans rapport les uns avec les autres, produit de multiples césures et incidents dans la trame d'un récit embryonnaire, ce qui n'est pas sans rappeler l'arbitraire de la succession des séquences oniriques décrites par Kant dans la scène du cinabre. Or, comme l'indique Meillassoux, Kant se situe précisément dans une logique probabiliste pour démontrer l'impossibilité d'un tel monde, et de fait d'une telle fiction, puisque l'instabilité et l'inconsistance chronique propres à cet environnement ne permettraient pas l'émergence d'une conscience, et de fait interdiraient la construction d'un monde. Or, si l'on se replace du point de vue du lecteur-spectateur, c'est la notion de narrativité qui se trouve mise à mal, soit on retisse un lien logique absent selon la logique du montage cinématographique, post hoc ergo propter hoc, donc à la suite de cela, donc à cause de cela, soit on se retrouve face à une séquence hors sens. Je souhaiterais revenir ici sur l'atomisation des données, propre à la construction d'une base de données pour préciser la manière dont l'œuvre produit non pas de la contingence, mais bien un effet de contingence. L'association des fragments oniriques avec des images ne relève pas d'un hasard au sens où il s'agirait d'une indétermination absolue, mais plutôt d'un déterminisme non compris. La manière dont le processus de sélection opère des bifurcations dans le champ des possibles est analogue à la théorie du clinamen des atomes chez Lucrèce, pour qui la déclinaison de l'atome s'effectue en un temps plus petit que le minimum de temps pensable. Donc on est bien dans un ordre infra-empirique. Et l'analyse que propose Deleuze dans Logique du sens est éclairante, pour ce qui est du nouveau rapport au temps ouvert par Chatonsky. Donc, je cite Deleuze, « Le clinamen n'a rien à voir avec un mouvement oblique qui viendrait par hasard modifier une chute verticale, il est présent de tout temps. Le clinamen est la détermination originelle de la direction du mouvement de l'atome. » C'est pourquoi le flux n'a ni origine ni fin, ou tout du moins c'est l'interprétation que tend à produire la circulation non totalisable des données sur le réseau.
En outre, face à la puissance combinatoire de la machine, tout rêve devient potentiellement équivalent aux autres dans une dynamique générative qui dépasse nos capacités cognitives et nous paraît donc infinie. En effet, si la base de données se limite à 20 000 récits de rêve, la quantité et la nature des images stockées en ligne n'a rien de fixe quant à elle. Memory Center propose paradoxalement un récit sans mémoire et de fait sans histoire, en ce qu'il se renouvelle sans cesse selon une logique du flux. On a la même chose avec le groupe de rock Capture, qui submerge le réseau par sa surproduction musicale. C'est une création de Chatonsky. Et en cela, je cite l'artiste, il excède la possibilité même d'être écouté. Donc c'est évidemment l'autorité individuelle de l'artiste, qu'on a déjà entendu avant, mais surtout la possibilité même de l'archive en tant que réceptacle, voire sanctuaire de la mémoire, qui se trouve abolie par la massification des données machinées, massification qui découle pourtant d'une logique d'archivage. C'est le paradoxe qui est à l'œuvre. Maintenant, j'aimerais revenir en 2002 avec l'œuvre intitulée « La Révolution a eu lieu à New York », en référence au projet pour une révolution à New York d'Alain Robbe-Grillet, en ce que cette œuvre éclaire le projet de fiction sans narration en le replaçant dans la perspective historique de la subversion des codes narratifs opérés par les tenants du nouveau roman. En effet, dans la fiction de Robbe-Grillet, je cite Donata Meneghelli, et pardon pour cet accent défaillant ou inexistant, les scènes se succèdent le long d'une ligne atemporelle, se disposent en réseau plutôt qu'en trajectoire et semblent se répéter égales à elles-mêmes sans jamais vraiment s'accomplir. Fin de citation. Ce qui ne cesse de contrarier l'agencement logico-temporel d'un récit dont il ne reste que des traces fantômes. Or, Chatonsky propose à la fois une remédiatisation et une radicalisation de la fiction de Robbe-Grillet. L'œuvre est en effet produite par un générateur de texte qui imite le style de l'auteur, texte à partir duquel se tissent des associations infinies, comme l'explique Chatonsky. Je cite, « Certains mots sont associés à des fragments de vidéo, d'autres à des sons glanés sur le réseau, d'autres encore sont traduits automatiquement en images grâce à Google. L'association structurée de ces éléments hétérogènes produit une narration à même le flux du réseau. » Bien. Donc chacun de ces fragments apparaît de façon aléatoire, mais c'est chacune de ces apparitions qui tisse un lien avec les autres fragments. L'œuvre impose ainsi le principe du montage permanent. La lecture, le temps de narration, la fictionnalisation de cet ensemble ne peuvent se réaliser qu'à l'instant même de la réception. La question du rapport entre les différents flux qui s'entremêlent se pose d'emblée. Et impossible de tout embrasser d'un seul regard, la voix du narrateur qui raconte un autre récit, parasitant la reconstitution des phrases à partir des mots isolés qui apparaissent au centre, tandis que les images mobiles ne cessent d'attirer l'œil sur les marges. L'atomisation des données, ce qui est incidemment le propre des bases de données, conjuguée à la multiplication des flux narratifs, qu'ils soient scripturaux, visuels ou sonores, sature très vite les capacités perceptives et cognitives du lecteur-spectateur, produisant un effet proche de l'hallucination, qui est une autre thématique qui intéresse tout particulièrement Chatonsky. Ce qui serait de l'ordre, donc cette hallucination, serait de l'ordre de la divination machinique, compte tenu du fait que la machine considère le monde réel comme un oracle, selon la terminologie employée en informatique, et dont je réactive ici la charge métaphorique. Le décadrage des bribes de texte qui apparaissent sur la droite frustre toute tentative de reconstitution d'un récit complet ou cohérent. De même que les mots apparaissent un par un au centre de l'écran, les phrases sont tronquées, les séquences visuelles interrompues, et l'ensemble rythmé par des écrans blancs qui apparaissent à intervalles réguliers comme autant, je cite, de coupures non cicatrisables, pour reprendre la métaphore employée par Jean Ricardou, qui décrit ainsi la déstabilisation du récit par des bifurcations abruptes dans le nouveau roman. En outre, si pour simplifier notre analyse, on appréhende chaque panneau comme la source d'un flux unifié, ce qui n'est évidemment pas le cas puisqu'ils sont multiples, se pose également la question de la temporalité narrative. Certains mots ou bribes de phrases semblent apparaître avec un certain décalage entre les différents panneaux, produisant un effet de déjà lu ou de déjà vu, qui renforce l'impression de porosité entre texte, image et son, et assure ainsi la production d'un récit interminable, à défaut d'être infini, à l'ancrage spatio-temporel fluctuant.
Pour boucler la boucle transmédia, j'aimerais revenir ici à Read Only Memories 3, donc qui a été publié en 2012, qui est une œuvre réalisée donc 10 ans plus tard et qui s'inscrit dans la même veine exploratoire. Bien, donc ici, Chatonsky recompose une scène du Mépris de Godard où l'utilisateur peut naviguer entre différents panneaux qui comprennent des fragments de la scène. Les interruptions intempestives marquées par des coupures sonores, les répétitions en boucle de certaines séquences de quelques secondes, replient le temps du flux cinématographique sur lui-même comme un écho à la disposition des panneaux dans un espace 3D à explorer. Chatonsky retravaille non seulement l'enchaînement séquentiel propre au montage, mais déplace ainsi une caméra virtuelle dans cet espace labyrinthique qui semble capter les fragments du flux cinématographique du mépris dans une mise en abîme des regards. Mais qui voit et selon quel point de vue? Les effets de zoom sur tel ou tel panneau, dont l'inclinaison modifie en outre l'angle de vue du spectateur face à un écran cinématographique, relèvent d'un ciné-œil qui, selon Peter Sandy, serait un troisième terme entre le sujet et l'objet. Si l'on suit le raisonnement du philosophe, dont je paraphrase ici la postface à la version anglaise de l'ouvrage intitulé L'Apocalypse Cinéma de 2012 et autres fins du monde, dès lors que ce qu'on appelle le réel tel qu'il est capté par l'œil de la caméra devient répétable dans le redoublement qu'opère la machine et de fait effaçable, il n'y a plus deux points de vue sur le monde, mais une image qui persiste à la fois en tant que trace et qu'interstice. Le ciné-œil postulerait dès lors la fin de l'homme, ou du moins la possibilité d'un monde sans l'homme, quitte à l'anticiper au futur antérieur, à partir de la structure fantomatique qui traverse l'image de part en part. Il y aurait un dédoublement du monde dans le cinéma, ce qui nous conduirait à penser, dans le sillage de la critique du corrélationnisme opéré par Quentin Meillassoux, l'apparaître du monde en dehors de toute subjectivité humaine. Ce qui me conduit, pour conclure, à soulever deux questions qu'il faudrait encore démêler. Tout d'abord, celle de la possibilité de penser ici l'arraisonnement du monde par la technique en dehors de toute conscience imageante, ce qui constituerait une pure autonomie de l'image non objectivante et non objectivable. Et enfin, deuxième question, peut-on envisager la hantise propre à la boucle cinématographique comme ce qui, de par sa structure fantomatique, rejoue au futur antérieur le temps interminable de l'apocalypse, ce temps sans fin qui précède la fin des temps? En somme, une fiction sans histoire. Je vous remercie.